Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle review de ma série consacrée aux films de la licence Pokémon. Aujourd'hui, on va parler du 5e film intitulé Les Héros Pokémon. Alors, hormis son titre quelque peu douteux, il faut savoir que ce film est le dernier de ce que les fans nomment comme étant la série originale. Et il faut bien comprendre que ce terme désigne ici les 5 premières saisons de l'anime, regroupant ainsi les régions de Kanto et Johto, mais surtout ayant comme cast principal Sacha, Ondine et Pierre. Et pour un présumé dernier film centré sur ce groupe, je dois bien vous avouer que je n'ai pas d'anecdote purement personnelle à vous partager sur ce dernier, encore une fois. Ceci étant dit, rentrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Je vais dans un premier temps revenir sur les héros Pokémon, si vous me permettez l'expression, à savoir Latias et Latios. Pour ma part, j'apprécie énormément ces deux Pokémon au travers de ce film notamment. J'aime leur complicité, leur rôle au sein d'Altomar également, ainsi que leurs idées de mise en scène au travers de leurs pouvoirs. Même si je dois bien avouer que ce dernier point est un tout petit peu confus à mon sens. Je veux dire, qu'un Pokémon légendaire soit promu par un pouvoir en particulier, c'est totalement normal, et même logique. Mais bon, là, ils peuvent carrément changer de forme afin de se fondre dans la masse, ce qui, niveau discrétion pour des Pokémon légendaires, est franchement pas mal, disons-le clairement, mais en plus, ils ont la possibilité de devenir complètement invisibles, si jamais le pouvoir précédent ne suffit pas quoi. Ah, et petit bonus, ils peuvent en plus partager la même vision, un peu comme les avatars de Pain au final. Je chipote bien sûr, mais je veux dire, était-ce vraiment nécessaire de leur donner autant de pouvoirs ? Ce ne sont pas des petits pouvoirs en plus mine de rien, mais bon, pourquoi pas. Hormis cela, j'aime beaucoup ce duo. Le fait que Latios se comporte davantage comme un grand frère, plus responsable, sérieux et presque autoritaire même. Là où Latias de son côté semble incarner le rôle de la petite sœur, pensant plus à s'amuser et étant parfois insouciante du danger. C'est un duo qui fonctionne à mon sens très bien, simple mais suffisamment efficace pour qu'on s'y attache rapidement, surtout pour des Pokémon. Ou encore la mise en scène dès le début du film lors du générique, afin de bien montrer qu'ils sont là, qu'ils sont les protecteurs de la ville dans l'ombre grâce à leur pouvoir. Ça fonctionne très bien en plus de créer directement un contact avec les héros par l'intermédiaire de la course aquatique. J'aime aussi le fait que leur père s'est sacrifié pour protéger la ville d'Altomar par le passé, une action que Latios reproduira à son tour comme digne successeur et protecteur des autres. C'est la première fois qu'un Pokémon meurt dans un film d'ailleurs, et on ne parle pas là d'un simple sous-entendu, c'est clairement dit et assumé, et c'est ça qui frappe encore plus fort selon moi. Pour revenir sur la ville d'Altomar, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j'aime beaucoup son ambiance et la façon dont elle est exposée dans ce film. En effet, on a droit à énormément de plans de la ville, la plupart étant en 3D, notamment au travers des phases où Sacha vadrouille à Altomar ou encore par la vision partagée de Latios. Tout cela rajoute une véritable ambiance visuelle à ce film, un côté très contemplatif, et je trouve même que ça lui rajoute du charme à vrai dire. C'est bête, mais j'aime l'idée que pour une fois tout se passe dans une ville, et donc avec un peuple, et non pas juste dans des lieux isolés comme les précédents films. Tout simplement car à mon sens, cela rajoute du crédit au danger. La menace en question ne va donc pas simplement provoquer des catastrophes ou détruire des plaines inhabitées, mais bien s'abattre sur une ville quasi impuissante. Et à mon sens encore une fois, cela rajoute une sorte d'immersion. En tout cas pour ma part, je sais que j'ai plus tendance à ressentir une menace dans un cadre comme celui-ci. Par exemple, au moment où l'eau quitte la ville pour revenir sous forme de tsunami, la mise en scène est excellente et on ressent une vraie menace. Encore heureux vu qu'il s'agit d'un tsunami vous me direz, même si au final ça n'aura duré que 2 minutes, mais bon l'idée est là, vous m'avez compris. Pour finir sur ce point, j'aimerais revenir sur les longues phases durant lesquelles Sacha cherche simultanément Latias puis Bianca dans les rues d'Altomar. Personnellement, je ne trouve pas l'idée spécifiquement mauvaise, non seulement car cela sert encore une fois à bien présenter la ville, son architecture, ses visuels et compagnie, et même si tout le monde s'en fout, je le redis, mais à mon sens, je trouve l'idée d'exploiter la ville de cette façon plutôt intéressante. Ça rajoute une petite ambiance que personnellement j'apprécie beaucoup. Mais en plus, cela sert également à établir une certaine complicité dans la relation entre Sacha et Latias Bianca d'entrée de jeu, point qui mènera à un shipping d'ailleurs, mais on y reviendra un peu plus tard, vous vous en doutez. Par contre, même si j'ai beau apprécier l'idée, je la trouve en revanche vraiment mal exécutée. Tout simplement car ces deux séquences représentent quasi l'intégralité des 20 premières minutes du film, soit un tiers entier de ce dernier. C'est tout simplement énorme, et c'est surtout beaucoup trop long pour pas grand chose au final. Il y avait clairement moyen de bien raccourcir la chose, et je pense sincèrement qu'à elle seule, elle plombe un peu le rythme du film, et ça d'entrée de jeu, c'est malheureusement assez dommageable. Passons maintenant à Annie et Oakley, le duo d'antagonistes du film. Et on a encore droit à des membres de la Team Rocket, comme lors du précédent film d'ailleurs. Ah quoique... Non attendez, il y a erreur, elles ne font pas réellement partie de la Team Rocket en fait. Et oui certes, elles sont présentées comme telles, mais en vérité il faut savoir que dans la version originale ce n'est absolument pas le cas. Ça n'est dit à aucun moment, ni même sous-entendu d'ailleurs. Ce sont simplement des espionnes indépendantes et qui travaillent donc pour leur propre chef. Mais il faut dire qu'entre leur style et leurs gadgets, qui rappellent pas mal ceux que le trio de la Team Rocket auront lors de la série Noir et Blanc d'ailleurs, ou encore le fait que James dit les reconnaître, tout cela porte à confusion, mais c'est surtout un changement dû à la version américaine du film. Décidément, ce duo est plus surprenant qu'il n'y paraît. Par ailleurs, sachez au passage que Annie et Oakley sont bien des sœurs en vérité, et non pas de simples collègues. Bon, ce n'est pas une grande nouvelle vous me direz, et je vous l'accorde, mais ce n'est pas précisé dans le film.
et je trouve que cela crée un parallèle plutôt amusant avec le duo de Latias et Latios justement. Comme vu précédemment, je trouve que ces derniers fonctionnent véritablement comme un grand frère et sa petite sœur, chacun ayant une personnalité bien différente, et à mon sens, il en va un peu de même pour Annie et Oakley. Ainsi, Oakley représente le côté stratège du duo, plus sérieuse et moins tête en l'air que sa sœur. Mais malgré cela, elle finira par se montrer plus perfide dans certaines situations, en voulant toujours plus de pouvoir. A l'inverse d'Annie qui, quant à elle, va représenter la part plus simpliste, moins réfléchie, et qui va surtout s'attarder sur l'apparence plus qu'autre chose. Mais qui cependant restera plus lucide que sa sœur dans les moments sérieux, ne cédant justement pas à un quelconque délire égocentrique. Comme je vous l'ai dit précédemment, ce film est considéré comme étant le dernier de la soi-disant série originale. Et dans ce contexte, ce film est d'une importance assez particulière. Déjà dans un premier temps par ce fait justement, mais aussi par les quelques petits détails qu'il apporte. Par exemple, c'est le dernier film qui sera exclusivement centré sur Sacha. Et oui, car depuis le premier film et jusqu'à celui-ci, Sacha a toujours été LE personnage le plus mis en avant. Cependant, à partir du prochain, les autres personnages du groupe des héros auront également le droit à certaines mises en avant, voire carrément à endosser le rôle de personnage principal lors de certains films, à l'instar de Sacha. Bon, ça n'arrivera pas tout le temps certes, mais c'est tout de même assez notable. Mais surtout, c'est un film qui va ancrer une fois pour toutes la fameuse tradition visant à introduire de nouveaux Pokémon de la prochaine génération comme une sorte d'avant-première. Une idée qui deviendra récurrente pour chaque génération et qui aura même techniquement déjà été employée par le film 2 Le pouvoir est en toi. En l'occurrence ici, il s'agit bien évidemment d'un film de la deuxième génération, ayant pourtant en vedette Latias et Latios, des Pokémon de la troisième génération. Vous aussi vous aimez le mot génération au passage ? Pour revenir rapidement sur cet aspect de présumé dernier film pour le groupe des héros, malheureusement Ondine et Pierre sont encore une fois bien sous-exploités au détriment de Sacha. Alors on a l'habitude certes, mais soyons francs, dans un lieu comme Altomar, c'était le moment parfait pour faire briller une dernière fois Ondine avant son départ justement. Pierre lui restera dans la série pendant encore 2 générations complètes, et même si dans les films il sera de plus en plus mis sur la touche, il reste tout de même assez présent. Je pense donc que c'est une occasion manquée pour le personnage d'Ondine, et je trouve ça bien dommage avec du recul. Bon, au moins elle aura gagné la course d'Altomar, c'est déjà ça je suppose. Passons maintenant à une certaine anecdote à propos de ce film, ou plus précisément à propos de son histoire, qui aura subi pas mal de changements entre la version originale et la nôtre, issue de la version américaine comme d'habitude. Il faut notamment savoir que dans la version originale se trouve une petite introduction illustrant l'histoire originelle des Pokémon Éon. On y apprend notamment qu'à la base, il s'agissait là de 2 jeunes enfants, seuls, recueillis par un peuple. Un jour, ce même peuple fut attaqué, et les jeunes enfants éveillèrent alors leur pouvoir afin de se transformer respectivement en Latias pour la petite fille et en Latios pour son grand frère. Ainsi, ils purent protéger le peuple qui les avait sauvés en retour. Leur transformation a ainsi attiré tout un groupe de Latios et Latias guidés par la Roséame. Les anciens enfants décidèrent ainsi de confier la Roséame à ceux qui les ont recueillis en guise de symbole de protection, avant de partir accompagnés de leurs semblables. Voilà ce que représentait cette petite introduction à laquelle nous n'avons malheureusement pas eu droit. Qui sait, peut-être était-ce trop compliqué à comprendre pour Disney ? Car oui, encore une fois, souvenez-vous du bordel que cela a été pour la commercialisation des films du 4e au 7e, comme je vous en parlais lors de ma review du précédent film. Et autant les films numéro 4, 6 et 7 ont été récupérés et commercialisés par TF1, autant pour celui-ci, il semblerait que ce soit Disney qui ait fini par le distribuer. Au passage, rendez-vous bien compte que ce 5e film est sorti chez nous en été 2005, autrement dit 2 ans avant le 4e film, qui n'est pas sorti chez nous avant mai 2007, en compagnie des films 6 et 7 justement. C'est plutôt assez ironique comme anecdote mine de rien. Par ailleurs, sachez qu'il s'agit là du dernier film Pokémon à avoir été animé uniquement par l'équipe principale du studio d'OLM, le studio chargé de l'animer de Pokémon. En effet, à partir du 6e film et jusqu'au 16e d'ailleurs, la team Koitabashi, une autre équipe d'animateurs, prendra part aux réalisations des longs métrages de la saga aux côtés d'OLM. Mais il y aura aussi parfois d'autres studios qui accompagneront OLM pour sa production, comme par exemple le célèbre studio 8, connu principalement pour l'Attaque des Titans et qui aura travaillé avec OLM pour le 21e film, Le pouvoir est en nous. Et maintenant, parlons d'un sujet à débat et tentons de répondre à une question à laquelle je suis certain que vous vous êtes tous déjà posé au moins une fois. Qui a embrassé Sacha à la fin du film? Alors, était-ce la véritable Bianca ou bien était-ce Latias sous couverture? Comme je l'avais évoqué plus tôt dans cette vidéo, il y a tout un shipping bien particulier qui se construit autour de ces deux dernières vis-à-vis de Sacha, notamment par les fameuses séquences où ce dernier les recherche un peu partout dans Altomar. Et ces dernières servaient surtout à construire cette scène finale en vérité, afin de pouvoir laisser planer le tout par la suite. Et la réponse à cette fameuse question est plutôt simple, on ne sait toujours pas. Et oui, à l'heure actuelle, le staff du film ne s'est toujours pas prononcé sur cela, ne laissant ainsi qu'aux fans le droit de spéculer et de former une véritable guerre entre ceux qui pensent qu'il s'agissait là de Latias et de ceux qui soupçonnent en réalité Bianca. Mais vous me connaissez à force, on ne va pas en rester là. Alors ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais ainsi vous donner des évidences sur les deux parties, et libre à vous en commentaire de jouer le jeu et de me dire selon vous qui a réellement effectué ce baiser sur Sacha.
Commençons donc par le cas de Latias, celui que la majorité des gens jugent comme étant le plus probable, mais pourquoi cela d'ailleurs? Premièrement, durant la scène du baiser, la fille en question ne dit pas un mot, particularité typique de Latias lorsqu'elle se transforme en humain. Cependant, ça pourrait très bien être Bianca qui reste volontairement silencieuse. Mais ça serait assez étrange venant d'elle d'effectuer un tel geste sans l'accompagner ne serait-ce que d'une petite phrase, comme un simple merci, ou un je ne t'oublierai jamais, ou autre. La réponse la plus probable est en vérité qu'elle ne parle pas, tout simplement car elle ne le peut pas. En plus de cela, Latias a déjà montré plus d'une fois un intérêt certain envers Sacha tout au long du film. Les deux s'étant mine de rien pas mal rapprochés, et à juste titre vu que Sacha a beaucoup aidé Latias. Et à vrai dire, ça n'est pas du tout le cas vis-à-vis de Bianca par contre. Ils n'ont pas été ensemble très souvent, et cette dernière n'a jamais vraiment montré un quelconque intérêt envers lui. C'était une relation plutôt lambda au final. Mais justement, partons maintenant du principe qu'il s'agissait potentiellement de Bianca. On pourrait alors imaginer que cette dernière était secrètement amoureuse de Sacha et ne voulait pas l'assumer pleinement. Dans ce cas, quoi de mieux que de se faire passer pour Latias? Ce qui expliquerait pourquoi elle lui a laissé son dessin comme geste d'affection afin qu'il se souvienne d'elle. Surtout que si jamais c'est Latias qui a donné ce dessin à Sacha, cela insinue qu'elle l'aurait en quelque sorte volé à Bianca. Chose que cette dernière n'apprécierait pas, surtout dans un tel contexte, et par conséquent ça paraît un peu étrange comme geste venant de Latias. Il faut aussi bien être conscient que Latias est bien évidemment incapable de peindre de la sorte, c'est donc forcément l'œuvre de Bianca. Mais alors pourquoi aurait-elle dessiné un portrait de Sacha maintenant? Si ce dessin était initialement prévu pour Latias par exemple, elle aurait pu le faire plus tard. Cela insinue donc qu'elle l'a fait de son propre chef, peut-être motivée par un facteur de romantisme, ou simplement d'un point de vue purement amical, mais bon. Mais surtout, un élément qui soulève une grande importance, le béret de Bianca. Car tout au long du film, ce béret sert justement à différencier Latias et Bianca. Et lors de cette scène, Bianca ne porte pas son béret, insinuant ainsi le fait qu'elle n'était pas dehors à ce moment-là, puisqu'elle ne le porte qu'en extérieur. Mais ce qui est plutôt trompeur là-dedans, c'est que lors de cette scène, on remarque que la jeune fille est sortie en courant de chez elle, et dans la précipitation, elle aurait pu tout à fait l'oublier et au final partir sans. Bref, tout cela pour dire que c'était bel et bien Bianca. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde, mais sait-on jamais? Bien évidemment, les scénaristes et les animateurs ont volontairement joué sur ce détail afin de semer encore plus le doute. Bref, vous l'aurez compris, la vérité est tout simplement partout et nulle part à la fois. Les deux camps se font leur propre interprétation, chacun ayant leur raison, certaines étant vraiment légitimes et d'autres un peu plus absurdes dirons-nous. Certains seront malgré tout plus directs en affirmant clairement qu'il est complètement absurde d'imaginer une relation entre un humain et un Pokémon. Mais et vous au final, quel est votre avis sur la question? Après tout cela, êtes-vous plutôt convaincu par le fait qu'il s'agisse là de Latias ou bien plutôt de Bianca? Je compte bien évidemment sur vous pour jouer le jeu et m'exposer vos réponses dans les commentaires. Et pour finir, la question que tout le monde se pose désormais, ce film est-il considéré comme étant canon ou non? Eh bien figurez-vous que oui, tout simplement car lors de son célèbre affrontement contre Tobias à la Ligue de Sinnoh, Sacha ainsi que Pierre reconnaissent Latios. Et bien évidemment, le seul qu'ils ont vu auparavant était celui de ce 5e film. Pour conclure, je me répète mais c'est un film que j'apprécie beaucoup dans son ensemble. Malgré tout, pour être totalement franc avec vous, je ne le trouve pas véritablement exceptionnel pour autant, très loin de là même. Mais j'aime son ambiance ainsi que ses idées, que ce soit autour de Latias et Latios ou encore vis-à-vis d'Altomar, comme j'ai pu évoquer ces éléments un petit peu plus tôt. Je dirais que le tout n'est tout simplement pas exceptionnel, mais simplement suffisant et efficace. En tout cas, c'est mon ressenti sur ce film. Après, je dois bien vous avouer que je trouve tout de même un petit point presque irritant dans ce film, et cela concerne malheureusement son doublage. Alors certes, ce dernier est moins problématique que pour le film précédent ou les deux suivants, mais quand même. Quand j'entends Latias et Latios crier à l'unisson avec un doublage rajouté par-dessus, créant ainsi une double voix lors de certaines scènes, disons que ça rend le tout très criard et difficile à supporter par moments. Mais bon, je noterai également comme point final le générique de fin que nous avons eu, qui est une compilation de quelques-unes des chansons les plus emblématiques des premières saisons. Bon, c'est en version anglaise malheureusement, mais couplé avec le fait qu'il s'agisse là du dernier film avec le premier groupe mythique de l'animé de Pokémon, il faut bien avouer que ça fait quelque chose. Et là pour le coup, c'est ce que j'appellerais personnellement une belle fin. En parlant de ça d'ailleurs, cette vidéo également touche à sa fin. Alors merci à vous de m'avoir écouté, et j'espère comme d'habitude que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos ressentis vis-à-vis de ce 5e film dans les commentaires. On se donne rendez-vous très prochainement pour la suite et donc pour la review du 6e film. Et croyez-moi, contrairement à moi, vous n'avez clairement pas envie de manquer ça. Si je ne pouvais avoir qu'un seul vœu, sans doute le vœu de ne pas avoir à revoir le prochain film. J'imagine que je n'ai pas le choix, tant pis. Je sens la fatigue m'envahir.